Nous allons pouvoir commencer notre webinaire sur le mandat de protection futur du chef d'entreprise, qui est un webinaire qui va être centré sur la désignation d'un salarié pour remplacer le chef d'entreprise, quelles implications de cette désignation, aussi bien du côté du droit du mandat de protection futur, du droit des sociétés, que du droit du travail. Et donc, j'ai la chance de présenter ce webinaire en étant accompagnée de Marine Dubois, qui fait partie, donc qui est fondatrice du cabinet Canoun. Marine, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour Donc, à toutes et à tous. Effectivement, j'ai une casquette d'avocate en droit du travail. Et puis, par ailleurs, j'ai fondé une solution qui s'appelle Canoun, qui a vocation à accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille, dans tous leurs besoins en juridique RH. Donc, l'idée, c'est de s'allier d'une part à du digital, par le biais d'une interface qui permet à nos clients de travailler avec beaucoup d'autonomie et de leur apporter le maximum de réactivité, de proactivité dans tous leurs besoins. Et puis, de s'adosser également avec une équipe d'avocats avec laquelle j'ai la chance de travailler pour accompagner tous nos clients sur leurs besoins de stratégie, de réassurance sur le domaine du droit social, qui est un domaine vaste, qui change énormément. Donc, il faut toujours se tenir au courant des évolutions. Et puis, qui demande énormément d'ingénierie, parce que c'est une articulation constante entre le Code du travail et puis la convention collective et le domaine d'activité dans laquelle l'entreprise exerce. Voilà. Donc, merci. si vous voulez en savoir plus, vous avez le nom Canoun, là, vous allez voir le site internet, puis vous pourrez même tester, si vous voulez, avec un compte freemium, un peu pour rentrer dans l'univers Canoun. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur plus spécifiquement le sujet du coup du salarié désigné pour remplacer le chef d'entreprise en cas d'accident de la vie. Donc ce webinaire, il va se dérouler en 4 parties. Je vais rappeler les risques liés à l'accident de la vie qui surviendrait pour un chef d'entreprise sans avoir anticipé. Et ensuite, je rappellerai quand même les rôles entre le mandat de protection future d'un côté et le mandat de gestion future de l'autre. Et enfin, on pourra vraiment, on va dire, se concentrer sur le cœur du sujet, de savoir quelles conséquences, si je désigne un salarié mandataire social avec effet différé, qu'est-ce que ça peut induire comme voilà, démarche à faire, et en tout cas comme réflexion à mener pour mettre en place ce montage de la manière la plus sécurisée et opérationnelle possible. Et enfin, on verra les conséquences de cette désignation sur le contrat de travail de ce salarié qui aurait été choisi pour remplacer. Alors, les risques pour le chef d'entreprise, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà abordé, mais si effectivement, du jour au lendemain, un chef d'entreprise se retrouve en perte de capacité, quelle qu'en soit la raison, eh bien, il va falloir mener 2 procédures parallèlement pour arriver à faire en sorte que la société continue à vivre, à pouvoir exploiter son activité de manière normale. Dans un premier temps, effectivement, il faudra saisir le président du tribunal de commerce pour désigner un administrateur provisoire et éventuellement de lui demander également la désignation d'un administrateur ad hoc pour pouvoir convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant. Le souci, c'est que votre chef d'entreprise, s'il est majoritaire, voire associé unique, pour désigner un nouveau gérant, mais il va falloir que quelqu'un puisse porter ses voix en assemblée générale. Et pour ça, eh bien, il n'y a pas 36 manières. On est obligé de passer par un juge des tutelles. Il n'y a qu'un juge des tutelles qui peut désigner un représentant pour pouvoir voter en assemblée générale, pouvoir signer les actes de disposition, éventuellement la vente des parts ou tout autre acte qui serait nécessaire pour pouvoir poursuivre l'activité de la société. Et le gros souci que l'on a, c'est que c'est un problème de délai. Autant devant le président du tribunal des commerces, ça peut aller assez vite, autant devant le juge des tutelles, et ça je l'expérimente tout le temps, puisque j'interviens sur de nombreux juges des tutelles en France, on a des délais qui sont de 6 à 12 mois pour obtenir des décisions du juge des tutelles. À l'échelle de la vie d'une société, c'est absolument pas viable. Donc c'est la raison pour laquelle on a la possibilité de mettre en place notamment
un mandat de protection future. Je dis notamment parce que le mandat de protection future va anticiper l'incapacité. Parallèlement, on peut aussi envisager de travailler sur le cas du décès, mais c'est d'autres dispositifs qu'il faut mobiliser à ce moment-là. Alors, le mandat de protection future, c'est celui qui est vraiment à qui vous donnez le rôle de voter en Assemblée générale et d'appuyer sur le bouton vente de l'entreprise. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un en qui vous avez une confiance absolument complète et très durable. Donc, ça va être un membre de votre famille, quelqu'un qui n'est pas forcément compétent pour gérer la boîte. Et d'ailleurs, on ne va pas lui demander de gérer la boîte, on va lui demander de prendre les décisions clés que sont voilà, le fait de vendre ou pas l'entreprise, d'approuver les comptes, d'affecter le résultat. Voilà, des décisions qui ne sont pas des décisions opérationnelles, mais qui sont plutôt des décisions de gestion patrimoniale. Parallèlement, vous avez ce que moi j'appelle le mandataire de gestion future, c'est-à-dire quelqu'un que vous allez pouvoir désigner, mais cette fois-ci pour vraiment diriger la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, autant le chef d'entreprise, souvent, il a les deux rôles en même temps, la gestion de son patrimoine au travers des parts sociales ou des actions, et la gestion de la boîte au travers de son mandat social. Eh bien, quand on a un accident de la vie, on va avoir du mal à mettre la même personne pour occuper les deux rôles. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir une dissociation souvent, et cette dissociation, elle est aussi juridique. Parce que sur le plan juridique, le mandat de protection future, il est régi par le Code civil, alors que le mandat de gestion future, qui est en gros un mandat social à effet différé, eh bien lui, en fait, il est régi par le Code de commerce et les statuts. Donc, on va avoir vraiment deux rôles qui se mettent en œuvre en parallèle. Et donc, la question est de savoir eh bien, qui désigner pour jouer ces deux rôles. Donc, pour bien vous faire comprendre, au moment de l'activation du mandat de protection future, si on prend l'exemple d'Olivier qui a un accident qui se retrouve dans le coma, grâce à un mandat de protection future qui aura été signé par avance, le frère va pouvoir activer le mandat en une quinzaine de jours et dès qu'il a activé le mandat, il va informer le gérant qui avait été choisi de manière anticipée, donc ce mandat a effet différé. Il va donc informer le gérant de remplacement qui du coup va voir son mandat s'activer. En fait, c'est la simple activation le mandat de protection future, à partir du moment où il a été activé, à partir du moment où on va notifier l'activation au gérant de remplacement, ça va automatiquement activer le mandat social à effet différé. Donc, le mandataire va pouvoir, le nouveau gérant va pouvoir faire toutes les démarches pour remplacer. Donc, la question est de savoir qui désigner. Donc, on peut désigner un proche en qui on a entièrement confiance pour diriger la boîte, ou bien on peut désigner un professionnel. Parce que désigner quelqu'un dans le mandat de protection future en tant que, on va dire, proche pour gérer son patrimoine, la dimension patrimoniale de ça, c'est vraiment quelqu'un de proche de sa famille qu'on va désigner. Éventuellement, ça peut être aussi un professionnel. Mais pour diriger la boîte, c'est un autre profil qu'on va chercher. Effectivement, ça pourrait être un membre de la famille, mais c'est quand même moins évident parce que souvent, à part si vous travaillez en couple ou avec vos enfants, en fait, vous allez avoir du mal à désigner quelqu'un de votre famille. Vous allez pouvoir désigner un salarié ou éventuellement un professionnel, comme on a vu sur le précédent webinaire le mois dernier, que vous pouvez voir en replay. On y a la possibilité, pourquoi pas, désigner un expert comptable qui peut se positionner un peu comme un administrateur provisoire. Alors, pour ce qui est du salarié, la question va se poser, et là je donne la parole à Marine. Quel type de salarié envisagez de désigner pour être gérant à votre place en cas de problème? Je dézoome un tout petit peu pour se demander déjà effectivement pourquoi un salarié versus les autres possibilités que tu as données. Alors, on peut imaginer que ça puisse être parce que le dirigeant n'a pas vraiment d'autres choix identifiés ou pas nécessairement de membres de sa famille qui sont en capacité de le faire, sachant que c'est effectivement quelque chose qui va requérir, on va le voir, des compétences. Soit parce qu'il n'a pas de tiers de confiance. Et le choix vers le salarié pourrait être d'autant plus naturel que le salarié est quand même quelqu'un qui peut très, très bien connaître l'entreprise pour y être absolument quotidiennement et non seulement connaître les problématiques d'entreprise, mais connaître aussi très bien les autres salariés, connaître très bien les autres partenaires, les autres fournisseurs. Donc, ça permet de gagner énormément de temps dans la capacité à bien gérer l'entreprise. Donc, le salarié est un choix qui peut paraître très judicieux. Une fois qu'on a dit que c'était un salarié, effectivement, on va se poser la question de quel salarié. On peut imaginer
qui pourrait correctement remplir ces fonctions de mandataire de gestion future. Alors, d'une part, on va dire qu'il y a quand même une notion de grande autonomie nécessaire. Voilà. Parce que c'est un salarié qui va avoir des pouvoirs équivalents à un représentant légal. Donc, on ne peut pas imaginer prendre un salarié lambda pour, du jour au lendemain, le propulser à la tête d'une entreprise. Donc, on est sur des salariés qui sont des cadres de direction, qui sont des cadres qui, si ils ont déjà une délégation de pouvoir, voilà, sur certaines sphères de l'entreprise, ça sera beaucoup plus naturel et plus simple. Par ailleurs, on est dans la gestion future, on est dans un domaine où les fonctions vont être relativement techniques. Parce que Mélanie l'a dit, c'est quand même gérer l'entreprise. Donc, il y a du contractuel, il y a du financier, il y a du fiscal. Et tout ça, ça requiert quand même des compétences qui peuvent être de l'ordre, du type d'un DAF ou d'un CFO, voilà, qui pourrait être un candidat assez naturel, on va dire, pour le mandat de gestion future. Mais bon, ça peut, selon les entreprises, pour les plus petites entreprises, il n'y a pas de DAF, ça peut être un salarié qui a d'autres compétences techniques qui peuvent être tout à fait valables pour remplir ce mandat de gestion future. Le dernier élément qui paraît important, c'est de se dire que vu que le mandat va se déclencher des mois, peut-être des années après avoir déterminé le nom de la personne, il faut choisir parmi ces salariés quelqu'un qui aurait déjà un peu d'ancienneté et sur lequel on validerait le fait qu'il se projette dans l'entreprise. Voilà. Parce que sinon, il y aura une nécessité à chaque fois que le salarié s'en va de devoir modifier son mandat de gestion future pour amender le nom du salarié. Voilà. Donc, autant vraiment valider avant tout l'idée de projection sur le long terme. Voilà. Alors, une fois qu'on a déterminé le salarié qui paraissait adéquat pour remplir ses fonctions, ben, il va falloir le formaliser. Alors, le formaliser par, on va dire, 2 étapes, et j'en rajouterai une troisième en droit social. La première étape, Mélanie, je vais te laisser en dire un mot, c'est la décision d'associer. Oui, tout à fait. Alors en fait, en réalité, avant de décider de désigner un salarié ou pas d'ailleurs, mais bon, si c'est un salarié, on va d'abord modifier les statuts et ça, c'est un point qu'on développe dans notre formation au mandat de protection future chef d'entreprise. On précise bien toutes les modifications statutaires qui sont à prévoir quand on met en place un dispositif comme celui-là. Une fois que les modifications statutaires sont faites, qu'on a bien adapté nos statuts, effectivement, on va prendre une décision d'associer de nomination en qualité de président ou directeur général ou gérant avec effet différé. Ça veut dire qu'en fait, on va prendre une décision d'associer, donc ça peut être en assemblée générale, par un acte unanime, ou bien si c'est une société unipersonnelle, bah, c'est une décision de l'associé unique, qui va être donc classée dans le registre des assemblées ou des décisions de l'associé unique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi faire accepter le salarié, quand bien même il ne va pas commencer à exécuter ce mandat immédiatement, puisqu'il a effet différé. Donc, c'est un mandat social qui est confié sous conditions suspensives. Et c'est bien une condition, parce que c'est aléatoire. On ne sait pas si l'événement, qui est en l'occurrence l'incapacité, va survenir. Donc, une fois qu'on a pris cette décision, que le salarié a formalisé son acceptation dans la décision d'associer, eh bien, on va pouvoir classer ce document dans le registre d'Assemblée générale, mais en parallèle, il va falloir quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait du côté du droit du travail. Et là, je redonne la parole à Marine à ce sujet. Alors, du côté droit du travail, il y a un angle collectif et un angle individuel. L'angle collectif, c'est que si on a un CSE, alors le CSE, on en a dans les entreprises à partir de 11 salariés, hein, donc ça vient très très vite. Si on a un CSE, le comité social et économique, c'est clairement une décision qui concerne la marge de l'entreprise qui va nécessiter la consultation du CSE en amont. Voilà. Donc la question pourrait se poser, est-ce que finalement je consulte mon CSE avant la décision d'associer, avec conditions suspensives, comme Mélanie l'a dit, ou est-ce que je le fais au moment où finalement l'événement d'invalidité ou de décès du dirigeant vient à intervenir? Pour moi, la réponse est claire, c'est avant la décision d'associer. C'est là que ça doit être fait, à l'état de projet. Donc, il faut
informer, consulter son CSE, si on en a un. Ça, c'est une première étape nécessaire. Ensuite, l'addition d'associés. Et puis, sur le volet individuel, cette fois, il va effectivement falloir conclure un avenant au contrat de travail avec le salarié qui sera désigné comme futur potentiel dirigeant d'entreprise. Voilà. Alors, l'avenant au contrat de travail, il sera… Pourquoi est-ce qu'il est signé déjà là? Il est signé là parce que le dirigeant est encore en capacité de le signer. Et il nous faut bien quelqu'un du côté de l'entreprise pour pouvoir le signer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire là. En revanche, il ne prendra effet que si l'événement vient intervenir. Donc, potentiellement, jamais. Voilà. Donc, il va être consigné avec la décision d'associer. Il va être, et c'est important de le dire, pour quelle durée est-ce qu'il va être conclu cet avenant contrat de travail? Alors, deux choses l'une. Alors déjà, il va prendre effet à compter du moment où le mandataire de gestion future passe la balle au mandataire de protection future. C'est bien ça, je pense, Mélanie? Alors, c'est au moment où le mandataire de protection future passe la barre au mandataire de gestion future, c'est-à-dire le Oui, verbe, voilà, c'est c'est-à-dire ça, quoi? dans ce sens-là. C'est bien, voilà. Et donc, ça Exactement. veut dire que ce n'est pas au moment de l'événement. Il y a encore, on l'a vu, il y a quelques semaines de délai avant que le mandataire de gestion future prenne le relais. Voilà. Et pour combien de temps? Ben là, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être fait pour la durée de l'empêchement du dirigeant et au moment où il revient. Donc là, on est dans une durée indéterminée. Et ça peut être aussi fait pour une durée, on fixe à durée déterminée. Pourquoi pas 6 mois, qu'on peut renouveler, pourquoi pas encore pour 6 mois, puis 6 mois, voilà, si la situation vient à perdurer, de manière à ce qu'on puisse quand même se caler un minimum dans le temps des étapes pour voir comment la situation évolue. Voilà. Qu'est-ce que va contenir cet avenant? Donc cet avenant, ben, en fait, ce qu'il va contenir, ça va dépendre du contexte de l'entreprise. Voilà. Donc le contexte de l'entreprise, c'est à la fois le mandat en question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mandat de président de SAS? Est-ce que c'est un mandat d'associé dirigeant de société en nom collectif? Tout ça va générer des effets différents. Et puis également, ça va dépendre des fonctions du salarié dans l'entreprise. Et là, on est sur un slide important qui vient distinguer deux situations précises, puisque dans un cas, on va être sur un avenant qui va aménager une poursuite du contrat de travail, donc c'est-à-dire que l'avenant va venir définir, pourquoi pas, les fonctions du salarié qui seront occupées pendant cette gestion avec mandat concomitant. Voilà. Et dans ces cas-là, aménager sa rémunération, qui peut être une rémunération qui est maintenue d'ailleurs, ainsi que les fonctions. Mais il va falloir le repositionner dans l'avenant au contrat de travail. Ou alors, on va être sur des cas de suspension au contrat de travail. Ce n'est pas un choix qui sera fait par l'entreprise. C'est en fait la réponse à des conditions strictes qui sont fixées par la loi. On va pouvoir, dans la poursuite du contrat de travail, si le salarié qui cumule avec des futures fonctions de dirigeant répond à plusieurs conditions. La première des conditions, c'est avoir ce qu'on appelle des fonctions techniques distinctes. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une vraie distinction entre le contrat de travail qui va déterminer des fonctions du salarié qui sont des fonctions qu'on appelle techniques. Alors, c'est quoi des fonctions techniques? C'est je suis directeur commercial, un directeur informatique, toutes les fonctions, DRH, etc. Ça, ce sont des fonctions techniques distinctes. Donc, on va avoir ces fonctions techniques distinctes d'un côté, et puis on va avoir ce mandat social de l'autre, de dirigeant, qui va englober la gestion de l'entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est la première condition nécessaire pour envisager la poursuite. Et la deuxième condition nécessaire, c'est qu'il demeure un lien de subordination dans le cadre des fonctions techniques distinctes avec une autorité qui ne soit pas donc le dirigeant. Voilà, donc la même personne, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc ça peut être un conseil d'administration, ça peut être un associé majoritaire. Voilà. Si ces deux conditions sont réunies, là, on peut envisager la poursuite du contrat de travail, voilà, dans le cadre de cet avenant.
Dans ces cas-là, ce qui va se passer en pratique, c'est qu'il y aura 2 rémunérations qui seront versées aux salariés / dirigeants. Une au titre de son contrat de travail, qui peut être celle qu'il percevait auparavant, et une au titre de son mandat social. La rémunération qui sera versée au titre du mandat social, là, elle va dépendre du statut du mandat social. La plupart du temps, ça sera un dirigeant assimilé salarié. Et dans ces cas-là, il y aura un simili bulletin de paie, mais attention, sans cotisation chômage, puisque au titre de sa fonction de président, de dirigeant, il n'y a pas de cotisation chômage qui sont versées. Ça, c'est la première des situations. Mélanie, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Alors, sur la première des situations, on peut tout à fait imaginer que le mandataire de protection future, donc on va dire le frère dans notre histoire, en tant qu'associé, en tant que représentant de l'associé majoritaire, joue le rôle en fait de maintien du lien de subordination. Donc, on peut tout à fait l'imaginer sur ce plan-là pour les petites entreprises. Et puis, on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des conseils de gestion, des conseils de gérance, en mettre en place plusieurs gérants, dont certains, par exemple, ne seraient pas opérationnels, mais seraient là pour assurer le lien de subordination, ou bien un conseil, voilà, si c'est une SAS, un comité stratégique, ou voilà, quelque chose, un conseil de surveillance, quelque chose qui viendrait et qu'on peut tout à fait activer automatiquement par en conséquence de l'activation du mandat de protection future. On est vraiment libre d'imaginer toutes sortes de choses pour assurer ce lien de subordination, parce que ça peut être un peu une condition aussi posée par le salarié pour accepter de prendre cette mission, c'est de continuer à conserver son statut, sous réserve qu'il ait des fonctions, bien sûr, techniques, pour pouvoir justifier en fait de la dissociation entre les deux statuts, salarié d'un côté et mandataire social de l'autre. Après, effectivement... Ouais, c'est la situation qui, pour le salarié, aura le moins de conséquences. Donc, c'est évidemment probablement celle à privilégier, mais pour pouvoir la privilégier, il faut se renforcer juridiquement. Donc, comme l'a dit Mélanie, avec ces conditions. Et puis, dans l'avenant, c'est aussi le moment où il faudra bien parler des fonctions techniques distinctes, rajouter une fiche de poste qu'il faudra accompagner d'éléments basés sur la réalité. Hein. Mais voilà, donc déjà avoir de l'écrit. Et puis, parler de ce lien de subordination et avec cet associé de la majoritaire, manière voilà, de le mettre en dont œuvre. va Et s'opérer après, cette reddition de compte. Parce que c'est ça dont on parle, en fait. ouais. Et après, c'est vrai qu'il faut avoir à l'esprit que, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en préparant, c'est que les fonctions, elles peuvent évoluer. Et le souci, c'est que si votre salarié il avait des fonctions techniques à un moment donné, mais qu'il va plus sur des fonctions de direction de gestion, il peut à un moment donné perdre ses fonctions techniques. Et dans ce cas-là, il va falloir non seulement il va falloir faire évoluer en fait son avenant pour tenir compte du fait que peut-être malheureusement, ce sera plus du maintien, mais plutôt de la suspension. Et peut-être, Marine, je te laisse poursuivre Ouais. sur l'aspect Sur la suspension. suspension, justement. Alors, c'est la deuxième possibilité. Donc, si on ne répond pas aux conditions que j'ai évoquées, donc lien de subordination et fonctions techniques distinctes, là, dans ce cas, eh bien, on a une suspension temporaire du contrat de travail pendant la durée du mandat qui sera pris par le salarié. Voilà. Donc, ça reste temporaire. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que le mandat aura pris fin, le contrat de travail renaîtra. Mais pendant toute la durée du mandat, en revanche, le contrat de travail n'aura plus d'effet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, n'aura plus d'effet? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de rémunération associée. Donc, ça veut dire qu'il y aura la rémunération qui sera tirée donc, du mandat social uniquement. Donc, il va falloir rééquilibrer la rémunération pour que le salarié n'y perde pas. Ça veut dire aussi qu'il ne va pas acquérir d'ancienneté pendant cette période, sauf si contractuellement on lui accorde le fait de maintenir son ancienneté, mais légalement, il n'y aura pas d'acquisition d'ancienneté. Et ça va jouer sur quoi? Ça va notamment jouer sur les indemnités de rupture, plus tard, voilà, du contrat de travail. Donc, c'est quelque chose à anticiper. Et puis, ça veut dire aussi que le salarié devenu dirigeant ne va plus cotiser au chômage sur cette période-là. Voilà. Ou il va cotiser au chômage, mais à perte. Donc, ça vaut le coup de se poser la question avant de est-ce que je cotise au chômage ou pas. S'il ne cotise plus au chômage, dans ces cas-là, il y a des moyens de pouvoir pallier
on va dire au système de chômage qu'on connaît, c'est de souscrire à une garantie sociale de chef d'entreprise, qui s'appelle la GSC. Alors attention, c'est plus cher que le système de chômage classique, mais ça permet d'assurer à ce salarié devenu dirigeant ben, une compensation en cas de perte. Voilà. Donc, je le disais, à la fin du mandat, dans ces cas-là, le salarié retrouvera son contrat de travail sans difficulté aucune et sans qu'il y ait besoin d'un mécanisme quelconque. Voilà. Parce qu'on aura tout bordé dans l'avenant. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est la possibilité de faire un rescrit, c'est ce que tu allais dire. Voilà, ouais. Ouais. Donc non, chose importante, c'est effectivement quand on ne sait pas dans quelle situation on est, et c'est pas toujours simple de le savoir, est-ce qu'on répond vraiment aux deux conditions, on peut faire un rescrit auprès de l'administration sociale. Et le rescrit va consister à savoir si l'administration considère que le cumul de fonctions entre salariés et dirigeants est valable. Alors, valable d'un point de vue cotisation chômage. Voilà. Et donc, on peut poser la question, on remplit un dossier, c'est un formulaire qui se fait en ligne, voilà, sur France Travail, avec plein d'éléments qu'on donne et qui vont vous permettre de déterminer si ça vaut le coup, en clair, de cotiser ou pas pendant cette période intermédiaire où le salarié prendra les fonctions de dirigeant. Voilà. Parce que le risque que vous prenez, c'est que si vous considérez, vous qui avez poursuivi du contrat de travail, et qu'en définitive, il n'y en a pas, vous ne le saurez qu'au moment où le salarié demandera à bénéficier de ses droits chômage et que ça lui sera refusé. Et là, ça pourrait, enfin, la responsabilité pourrait vous être amputée. Donc ça, vraiment, ça s'organise. Et par le biais d'un petit rescrit en amont, ça peut très, très bien se gérer. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Je pense qu'on a fait le tour. On va répondre aux questions. Alors, juste un petit passage quand même pour vous dire que nous, on porte un projet à impact social dont la mission est de permettre à chacun de bénéficier de la meilleure protection future possible. Donc, si vous voulez des infos, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous présente un peu notre démarche. Alors, pour répondre, il y a une première question de Céline qui dit que si elle comprend bien, notre aérienne, en tant qu'avocat, nous interdit d'être désigné comme mandataire. Si c'est pour donc PPF ou MGF, donc mandataire de protection future ou mandataire gestion future, même si c'est pour un dirigeant qui est de notre famille, pouvez-vous me confirmer? Alors, vous pouvez être désigné mandataire de protection future en tant que personne physique, avocat, pas avocat, même pour quelqu'un qui n'est pas de votre famille, vous pouvez être désigné mandataire de protection future. Par contre, vous ne pouvez pas être désigné dans le cadre en tant que personne morale, en tant que personne physique, pouvez être désigné mandataire de protection future. Ça peut être une activité complémentaire que vous exercez, que ce soit, alors si c'est pour un proche, vous pouvez désigner mandataire de protection future à titre gratuit, bien sûr. Si c'est pour un client, vous pouvez tout à fait désigner mandataire de protection future en faisant rémunérer votre travail, sachant quand même que vous ne pourrez le faire qu'en tant que personne physique. Donc, il faudra vous inscrire en tant que professionnel, personne physique, en parallèle de votre cabinet. Mais c'est tout à fait possible. Vous avez parfaitement le droit de le faire. Parallèlement, pour être mandataire de gestion future, là, c'est problématique. Autant vous pouvez développer une activité accessoire et être désigné mandataire social d'une société comme moi je l'ai fait. Voilà, moi je suis avocate, je dirige mon cabinet. D'un autre côté, je suis dirigeante de droit quotidien LegalTech pour développer une LegalTech impact social sur le sujet de l'amélioration de l'accès au droit des seniors. Bon, là, il n'y a pas de souci, on peut. Par contre, en dehors de ces hypothèses-là d'activité accessoire, c'est un peu compliqué d'être désigné mandataire social d'un de ses clients. Par contre, les experts comptables le peuvent. Eux, ils ont cette possibilité, comme je l'ai indiqué. Par contre, s'ils deviennent mandataires sociaux d'une société, ils ne peuvent plus tenir la comptabilité. Donc, ils n'ont pas le droit d'être à la fois mandataire social d'une structure et en même temps expert comptable de cette même structure. C'est-à-dire le jour où leur mandat s'active, ils doivent renoncer à l'activité d'expertise comptable. Pour nous, avocats, c'est moins évident aujourd'hui. En tout cas, à la lumière des informations qu'on a aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que pour le mandat de gestion future, c'est pas évident pour nous en tant qu'avocats. Alors, la deuxième question, c'est sur pourquoi faut-il modifier les statuts? Alors, je vais avoir du mal à vous répondre de manière ultra détaillée parce que j'ai une formation d'1 heure et demie là-dessus, mais en synthèse rapide, en gros, si vous ne modifiez pas vos statuts, votre mandat social à effet différé, il n'est pas prévu dans vos statuts. En gros, le principe, c'est quand on désigne quelqu'un dans le cadre d'un mandat social,
on va le désigner à compter de la date d'entrée, de la date de décision de désignation. Et si vous voulez pas avoir de doute sur la validité de votre désignation à effet différé, il est préférable de modifier les statuts pour prévoir qu'un mandat social, ça peut démarrer aujourd'hui, comme ça peut démarrer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, comme ça peut démarrer en fonction de la survenance d'un événement incertain. Donc, la mise en place du concept de mandat social conditionné à un événement futur. Donc, c'est vrai que dans les statuts, basiquement, on ne trouve pas cette hypothèse et donc par sécurité, nous, on conseille, c'est une petite clause à rajouter, c'est pas grand-chose. Si vous venez à ma formation, vous verrez que c'est assez simple à faire, mais nous, on pense que pour sécuriser le dispositif, c'est quand même bien de le prévoir d'un point de vue statutaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions là à poser comme ça à la volée. N'hésitez pas. Ce sera plus rapide que de le taper sur la conversation. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres questions à part celles que je viens d'aborder. Donc bon, ceci dit, on a clôturé, on est allé au bout des, des questions et de notre programme. Donc écoutez, on était ravis de vous faire cette présentation qui était quand même très innovante. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des présentations sur l'articulation entre mandat de protection future, droit des sociétés et droit du travail. Donc là, c'était vraiment assez innovant. Et je vous remercie encore à tous. Merci beaucoup, Marine, pour ta participation Mélanie, très super. pertinente. C'était un plaisir. Et donc, à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir.